On va démarrer la première conférence de l'année. Alors je vois que le froid a peut-être retenu un peu certains. Janvier, c'est toujours le mois difficile de faire sortir les gens après les fêtes. Mais on va avoir un sujet passionnant ce soir. Et puis le programme, donc, il n'est pas encore imprimé pour toute l'année, mais il est déjà figé. Donc il va être imprimé la semaine prochaine. Mais mettez votre email si vous n'êtes pas sur ma liste et vous allez le recevoir. Donc on a un programme 2013 qui est qui est déjà très chargé de tas de bonnes choses. Donc ce soir, la non-prolifération. Au mois de février, en février, on traitera Mars, c'est-à-dire qu'on traitera Explorer sur la planète Mars. En mars, on aura un colloque sur le démantèlement, etc., etc. Donc plein de bons sujets sur toute l'année. N'hésitez pas à mettre votre email. Alors maintenant, je voudrais introduire Philippe Delaune. Philippe Delaune est adjoint au directeur des relations internationales du CEA. C'est un expert en non-prolifération qui a d'abord été conseiller, qui est maintenant directeur adjoint. Il a commencé à travailler, donc il vient de Naval, il a commencé comme officier, il a d'abord été sur les sous-marins nucléaires comme missilier, et puis ensuite il a fait sa carrière à la DGA, dans différents postes de responsabilité. Il est rentré au CEA en 2000, et depuis à la DRI, donc il est directeur adjoint et spécialiste de ces domaines de la non-prolifération. Merci beaucoup Philippe d'être avec nous. Bien. Bon, bonsoir à tous, et puis, puisque c'est encore le temps, j'en profite pour vous présenter mes vœux les meilleurs à tous. Alors, on m'a demandé de venir parler de la lutte contre la prolifération. C'est s'interroger un peu sur... on ne va pas refaire toute l'histoire de la lutte contre la prolifération. C'est plutôt essayer de voir de quelle manière on essaie de lutter contre la prolifération nucléaire aujourd'hui, pour éviter que demain ne se réalise la vision qu'avait prédit le président américain Kennedy, de dire qu'après 25 ans, après l'arrivée des 5 premiers États dotés de l'arme nucléaire, il y aurait sur Terre une trentaine ou une quarantaine d'États dotés de l'arme nucléaire. Bon, alors cette vision ne s'est pas réalisée pour le moment, mais elle pourrait éventuellement se réaliser dans l'avenir. Si, par exemple, l'Iran lui décidait un jour d'accéder à la bombe, parce que une bombe iranienne serait un tel facteur de déstabilisation pour toute la région qu'il y a un certain nombre d'autres États qui se lanceraient bien évidemment dans la course à l'arme nucléaire juste après. Alors, c'est un cadre, la lutte contre la prolifération, qui est assez complexe et multiforme. Alors, il y a des traités, alors, il y a tout un tas de sigles qu'on explicitera un peu plus tard pour certains, et pour les autres qui sont un peu moins importants. Il y a des régimes de contrôle aux exportations qui visent à encadrer les exportations de biens nucléaires pour éviter qu'ils soient utilisés à des fins non pacifiques. Il y a des organismes de contrôle, comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est à Vienne, hein, qu'on appelle en principe le chien de garde du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui encadrent, et un certain nombre d'initiatives internationales dont je vous parlerai, qui sont une autre forme de réponse quand le cadre multilatéral officiel ne fonctionne pas. Eh bien, certains pays sont tentés de prendre des initiatives internationales, mais non pas dans un cadre des Nations Unies, donc qui regroupait tous les pays, mais regroupant un certain nombre de pays dits like-minded, pour essayer de développer un certain nombre d'initiatives qui permettraient de lutter contre la prolifération. Alors, l'autre manière de voir ça, c'est un peu comme une arène, hein, avec un Conseil de sécurité des Nations Unies qui serait l'empereur du système, et puis de décliner dans les gradins tout ce qui contribue à la lutte contre la prolifération, pour punir les quelques méchants qui viennent au milieu de l'arène, là, dont on parlera un petit peu, mais on parlera surtout essentiellement du cas iranien. Alors, pourquoi la prolifération est un problème? Eh bien, parce qu'il y a forcément un certain nombre de facteurs qui sont porteurs en eux-mêmes, je dirais, d'une envie de proliférer pour certains États. Alors, il y a d'abord la propagation des connaissances scientifiques générales. Il y a le deal initial du traité de non-prolifération nucléaire et le caractère intrinsèquement dual du nucléaire, hein,
puisque le deal initial du TNP, pour les États qui n'avaient pas procédé à une explosion nucléaire avant le 1er janvier 1967, d'adhérer au traité de non-prolifération, c'était un renoncement aux armes nucléaires en échange de l'accès aux connaissances pour développer le nucléaire civil. Puis le troisième facteur aggravant, c'est la guerre commerciale que se livrent les pays détenteurs de technologies, qui les conduit souvent dans une offre commerciale de fourniture de réacteurs ou d'usines du cycle, à accompagner cela d'une assistance technologique importante et aussi d'un transfert de savoir-faire qui contribue forcément donc à améliorer les connaissances du pays qui reçoit ces équipements et donc qui lui fait faire des progrès dans la voie d'une possible prolifération s'il le souhaitait. Alors, ceci est bien évidemment, puisqu'on a vu qu'il y avait des facteurs favorables à la prolifération, eh bien, la communauté internationale elle a essayé de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour s'opposer à la prolifération. Alors, il y a les traités et les accords qui sont assortis de mécanismes de contrôle, il y a les dispositifs de contrôle aux exportations, et puis, depuis 2003, en gros, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises pour lutter contre la prolifération, des initiatives qui en sont à des stades divers d'avancement, mais dont on parlera en fin d'exposé. Et puis enfin, pour qu'un pays accède au nucléaire militaire aujourd'hui, eh bien, ça suppose un certain nombre de paramètres. C'est une volonté politique pour soutenir un effort continu, hein, un haut niveau scientifique et technique, et puis des capacités de production de matières nucléaires à usage direct. Ce qu'on entend par matière nucléaire à usage direct, c'est celles qui peuvent être directement mises dans une arme sans procéder à des transformations physiques ou chimiques des matières pour obtenir un engin détonant. Et puis, il y en a une autre, c'est les capacités d'expérimentation. Alors là, aujourd'hui, on met un point d'interrogation parce qu'on estime aujourd'hui que ce n'est pas un critère dimensionnant pour empêcher un pays d'accéder à une capacité nucléaire militaire. On peut faire des engins à rapprochement sans expérience, c'est relativement simple à réaliser, et on peut même faire aussi des engins dits de première génération à compression sans aucune expérience, et tout en ayant une très grande garantie de fonctionnement. Alors voilà, donc j'ai développé mon exposé en gros en trois parties. Je vais d'abord vous montrer ce qu'est le cadre international existant pour lutter contre la prolifération. Après, on fera une loupe sur le cas iranien, parce que c'est celui, je dirais, qui nous occupe aujourd'hui le plus. On aurait pu parler de la Corée du Nord, on aurait pu parler de la Syrie, on aurait pu parler d'anciens proliférants comme l'Irak, la Libye, voire même avant l'Afrique du Sud. Enfin, je pense que le cas le plus révélateur, c'est le cas iranien. Et puis on terminera par les initiatives internationales qui sont prises pour réduire les risques de prolifération dans le futur. Alors le cadre international, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a le traité de non-prolifération nucléaire, dont on va parler un petit peu, et puis son corollaire, qui sont les accords de garantie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y a les dispositifs de contrôle aux exportations. Il y a un traité d'interdiction complète des essais nucléaires, qui lui donc a pour but d'empêcher un certain nombre de nouveaux États d'accéder à des données d'essais nucléaires pour mettre au point des engins. Et puis je vous dirai un mot du traité Cut-Off, ou traité d'interdiction de production de matières fissiles à des fins militaires, qui n'existe pas aujourd'hui, celui-là, qui n'existe pas depuis un bon moment et qui ne devrait pas exister à court terme, malheureusement. Alors le traité de non-prolifération nucléaire a été signé le 1er juillet 1968 et on le dénomme souvent comme la pierre angulaire du régime de lutte contre la prolifération nucléaire. C'est l'un des fondements du système de sécurité collective des nations, et il est entré en vigueur le 5 mars 1970. Et la Grande-Bretagne, la Russie, enfin l'URSS de l'époque, et puis qui est devenue la Russie et les États-Unis, sont dépositaires du traité. Traité que la France a ratifié le 2 août 1992 seulement. Parce qu'au moment de la négociation du traité, le traité de non-prolifération avait été jugé par les autorités françaises discriminatoire,
et donc avait refusé de le ratifier. Ce n'est que vers 1992 qu'on a accepté bien qu'on en ait longtemps respecté la lettre et l'esprit. D'ailleurs, notre ambassadeur auprès des Nations Unies à New York, lors de l'entrée en vigueur du traité, avait fait une déclaration disant solennellement que la France ne ratifierait pas le traité qu'elle considérait comme discriminatoire, mais qu'elle en respecterait la lettre et l'esprit. Alors, le traité, il distingue entre deux types d'États. Les États dotés de l'arme nucléaire, qui sont tous les États qui ont testé une arme nucléaire avant le 1er janvier 1967, et puis les États non dotés de l'arme nucléaire, qui sont tous les autres États partis. Alors il y a aujourd'hui 188 États partis au TNP, hors Corée du Nord, et il y a 3 États nucléaires de fait, Israël, l'Inde, le Pakistan, qui ne sont pas partis au TNP. L'Inde et le Pakistan, parce qu'ils considèrent que ce traité est discriminatoire, et Israël, pour des raisons évidentes de sécurité. La Corée du Nord, elle a annoncé son retrait du traité en mars 2003, suite à la découverte d'anomalies dans le bilan plutonium de l'usine de Yongbyon, anomalies comptables qui avaient été détectées par l'agence et de Vienne et qui avaient montré que la Corée du Nord avait détourné du plutonium issu du retraitement dans son usine, sans doute pour développer des capacités nucléaires militaires. Ceci dit, le flou est volontairement maintenu sur le statut de la Corée du Nord à l'égard du traité pour permettre éventuellement à l'agence de reprendre des activités de vérification en Corée du Nord. Ce qui s'est fait il y a 3 ans, l'agence y est retournée pour une période relativement brève, avant d'être à nouveau expulsée, ceci en prévision du premier essai nucléaire nord-coréen. Alors, le traité de non-prolifération, il repose sur 3 piliers. Un pilier de non-prolifération, c'est les articles 1 et 2 du traité qui définissent les États dotés et les États non dotés et leurs engagements respectifs. C'est-à-dire que les États dotés s'engagent à ne pas transférer d'armes nucléaires ni de technologies permettant de les fabriquer aux États non dotés, et les États non dotés s'engagent à ne pas tenter d'acquérir l'arme nucléaire. Ceci est accompagné d'un engagement de vérification qui, en fait, est un accord de garantie généralisé à conclure avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui veut dire que toutes les matières nucléaires détenues par les États non dotés peuvent être inspectées par les inspecteurs de l'AIEA. Et puis, il y a aussi, dans cet article 3, un petit alinéa sur le contrôle des exportations nucléaires qui va donner naissance à la création des régimes de contrôle des exportations nucléaires. Le deuxième grand pilier, c'est la promotion des usages pacifiques de l'énergie nucléaire. Donc, c'est faciliter les échanges de technologies nucléaires à des fins pacifiques et encourager la coopération avec les pays en voie de développement. Donc ça, c'est le deal initial du TNP. Hein. Vous renoncez à l'arme nucléaire et en échange, on vous donne accès à la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Puis il y a un engagement de désarmement dans l'article 6 qui stipule que les États dotés s'engagent à poursuivre de bonne foi des négociations vers le désarmement nucléaire dans le cadre d'un désarmement général et complet. Alors, inutile de vous dire que il y a un certain nombre de désarmeurs fous parmi les États qui sont partis au TNP, qu'on appelle les États qui sont regroupés dans la coalition pour un nouvel agenda. Eux, ils arrêtent la lecture de l'article 6 après désarmement nucléaire. Et pour dire que les États dotés de l'arme nucléaire ne font pas assez de progrès dans le domaine du désarmement. Alors le traité, il a été conclu en 1970 pour 25 ans. Et il a été prolongé indéfiniment en 1995 lors d'une conférence d'examen et de prorogation. Cette décision de prorogation indéfinie, elle a été accompagnée également d'une décision sur la question du Moyen-Orient pour la création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. C'était le prix à payer pour les pays arabes qui voyaient Israël à côté d'eux doté de l'arme nucléaire, pour accepter de prolonger indéfiniment le TNP. Et les conférences d'examen du TNP, elles sont organisées tous les 5 ans. La dernière a eu lieu en mai 2010 à New York.
Et puis chaque conférence d'examen, elle est précédée de 3 comités préparatoires, ce qu'on appelle des prepcom. Bon, c'est un peu une machinerie onusienne, donc c'est assez complexe. Alors la dernière conférence d'examen, elle s'est terminée par un succès, puisqu'il y a eu un document final adopté par consensus, ce qui n'avait pas été le cas de celle de 2005. Ce document, il est divisé en 2 parties. La partie intéressante, c'est qu'il y a une partie prospective qui fixe les grandes lignes d'action jusqu'à la conférence de 2015, voire même au-delà, avec un certain nombre d'actions qui reposent sur les 3 piliers du traité. C'est-à-dire qu'il y a des actions dans le domaine du désarmement, il y a des actions dans le domaine de la non-prolifération et dans le domaine des usages pacifiques. Ce qui n'avait pas été le cas avec le document final de la conférence de 2000, qui lui ne comportait un plan d'action que sur le volet désarmement, et qui n'avait pas été d'ailleurs très bien accueilli par les autorités françaises. Et du coup, l'une des missions qu'on avait pendant la négociation de la conférence d'examen, c'était effectivement d'arriver à un mode d'action qui soit respectueux des 3 piliers du traité. Alors, comme tout document adopté par consensus, ça se finit toujours par le plus petit dénominateur commun, hein, pour que tout le monde soit d'accord. Donc il y a un certain nombre de manques dans ce document. Les crises de prolifération sont à peine évoquées. Il n'y a pas de disposition sur le retrait du TNP et il n'y a pas de référence au Conseil de sécurité des Nations Unies et à son rôle en cas de non-respect des obligations au titre des garanties. Rôle qui a pourtant été souligné, comme on le verra à la fin, par l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies quelques mois avant la conférence d'examen. Bon, il y a une action spécifique sur le Moyen-Orient avec l'organisation d'une conférence en 2012 qui a été reportée sine die très récemment. Donc c'est globalement un succès, malgré les tentatives de l'Iran de bloquer le consensus jusqu'à la dernière minute. Hein, le dernier jour de la conférence, on a attendu 5 heures que l'ambassadeur Soltanier ait ses instructions pour dire que finalement il acceptait le document. Alors, le premier comité du cycle suivant, il s'est tenu à Vienne l'année dernière. Ça s'est bien passé parce que le consensus qui avait prévalu à 2010 était toujours vivant dans les esprits. Donc on a adopté rapidement les règles de procédure, ce qui est une bonne chose parce que ça permet de travailler pour la suite. Bon, les désarmeurs ont refait leur discours habituel, mais bon, sans nouvelle vindicte. Par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est l'apparition d'un nouveau cheval de bataille dans le domaine du désarmement, qui est ce qu'on appelle le droit humanitaire international. Parce que la Cour internationale de justice avait été saisie en 1996 d'une question sur la licéité de l'arme nucléaire, et la Cour internationale avait conclu que l'arme nucléaire était licite. La possession d'armes nucléaires était licite. Ce n'était pas prononcé sur l'emploi, sur la possession. Et en fait, le nouveau cheval de bataille des désarmeurs qui sont emmenés par la Norvège et la Suisse, c'est de dire qu'un conflit nucléaire localisé causerait des dommages inacceptables à l'ensemble de la planète et donc serait contraire au droit humanitaire international. Alors il y a eu une session sur le Moyen-Orient qui a été gâchée un peu par un discours américain très vindicatif sur l'Iran, sans doute pour se faire pardonner les concessions accordées aux pays arabes en 2010 avec l'acceptation de cette conférence qui devait se tenir sur le Moyen-Orient en 2012. Et puis, comme le résumé des travaux est sous la seule responsabilité du président, ça n'engage personne. Alors, la prochaine conférence, elle va avoir lieu fin avril, début mai à Genève. Quelques éléments d'ambiance qui laissent à penser que ce deuxième comité préparatoire va être beaucoup plus difficile que le premier. Il y a une conférence d'Oslo sur les conséquences humanitaires de l'arme nucléaire, qui est organisée au début mars, à laquelle il n'est pas sûr que la France participe d'ailleurs. Il y a eu le report annoncé de la conférence de 2012 sur l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Et puis, il y a le blocage persistant de la conférence du désarmement, qui est un autre organe qui parle de désarmement, qui se trouve à Genève, et qui est l'organe qui est chargé de négocier les traités
dans le domaine nucléaire, pas seulement dans le domaine nucléaire, parce qu'il négocie aussi dans le domaine chimique, biologique, les armes à petit calibre, etc., etc. Il y a beaucoup d'activités à la conférence du désarmement, mais la conférence du désarmement n'a pas d'agenda de travail, donc elle est pour le moment bloquée. Ce qui empêche en particulier la négociation du traité Cut-Off. Alors, pour vérifier les engagements du TNP, c'est l'un des rôles de l'AIEA, même si l'AIEA a été créée bien avant le TNP, puisqu'elle a été créée en 1957, c'est l'une des suites logiques du discours Atomes pour la paix du président Eisenhower de 1953. L'agence et son directeur de l'époque, l'Égyptien Mohamed El Baradei, ont reçu le prix Nobel de la paix en 2005. C'était monté un peu à la tête de Mohamed El Baradei après, mais l'agence a reçu le prix Nobel de la paix. C'est une agence de l'ONU qui est située à Vienne, qui est une grosse agence, qui fonctionne sous l'égide d'un conseil des gouverneurs de 35 membres, qui est présidé depuis le mois de septembre par le Canada. Et le travail de l'agence est validé par une conférence générale qui se tient une fois par an et qui adopte un certain nombre de résolutions qui guident, je dirais, le travail de l'agence pour l'année suivante. Alors, je vous ai mis là la composition du Conseil des gouverneurs en 2012, donc 2012 jusqu'à septembre 2013. Alors, il y a sur la partie gauche les membres qui sont désignés par le Conseil des gouverneurs. Ça, c'est en gros, c'est ce qu'on pourrait qualifier de membres permanents, qui sont les pays qui ont le plus développé leur parc électronucléaire. On pourrait se demander à l'avenir si l'Allemagne devra continuer à faire partie des membres permanents. Mais enfin, je pense qu'on le soutiendra par solidarité européenne. Et puis, il y a des membres élus par la conférence générale qui sont des représentants de groupes géographiques. Il y a un certain nombre de groupes géographiques qui ont droit à un certain nombre de sièges au Conseil des gouverneurs et qui sont élus au Conseil des gouverneurs pour 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'AIEA? Alors, ça, c'est ce qui nous intéresse dans le domaine de la lutte contre la prolifération. Son premier axe de travail, c'est le système de promotion des garanties et la vérification. C'est un dispositif qui est censé vérifier que les États ne détournent pas des matières nucléaires à des fins illicites. En cas d'anomalie, ça peut déclencher un certain nombre d'autres réactions de la communauté internationale, comme par exemple le vote de résolution par le Conseil des gouverneurs, la transmission d'un dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies, ça c'est l'étape d'après, et puis ça n'empêche pas les États d'acquérir des matières, installations ou technologies nucléaires pour des fins civiles. Le deuxième domaine d'activité de l'agence, c'est la promotion de la sûreté et de la sécurité nucléaire. Donc ça, c'est pour aider les États à atteindre les meilleurs niveaux de sûreté et de sécurité selon les standards internationaux. Et puis préparer des réponses aux situations d'urgence. Donc il y a eu, à la fin de l'année, organisée à Fukushima, une conférence sur la sûreté nucléaire qui a été organisée par le Japon et l'AIEA. Il y a une très grande conférence début juillet sur la sécurité nucléaire qui est censée, je dirais, décliner au niveau de l'agence les grands axes d'action qui ont été définis dans les 2 sommets sur la sécurité nucléaire qui ont eu lieu à Washington en 2010 et à Séoul en 2012. L'idée étant que ce mécanisme de sommet sur la sécurité nucléaire qui avait été annoncé par le président Obama dans son discours de Prague en mai 2009, ce mécanisme de sommet au niveau des chefs d'État sur des sujets qui sont par nature essentiellement très techniques disparaissent en 2014 avec le dernier sommet qui sera organisé à La Haye, et que ce soit vraiment l'AIEA qui soit investie du développement de la sécurité nucléaire dans tous ces domaines. Et puis le dernier domaine d'activité de l'AIEA, c'est le programme de coopération technique. Donc c'est la promotion des sciences et technologies nucléaires, notamment pour les pays en développement. Alors, il y a un volet énergie nucléaire, mais il y a aussi toute la promotion des utilisations non énergétiques du nucléaire,
pour l'eau, pour la médecine, etc., etc. Il y a beaucoup d'activités de ce domaine dans les programmes de coopération technique, parce que bon, finalement, l'accès à l'énergie nucléaire, ça n'intéresse en toute proportion qu'un petit nombre d'États sur la planète. Alors, comment l'agence s'assure que les matières ne sont pas détournées dans un pays ? La base juridique, c'est un accord de garantie qui est éventuellement complété d'un protocole additionnel. Protocole additionnel qui a vu le jour après la crise irakienne. Alors, les États doivent fournir à l'agence des informations sur les matières nucléaires et les installations qui les détiennent. L'AIEA, bon, elle vérifie ces informations et elle peut mener des inspections. Et puis, en cas d'incohérence, on peut faire rapport au Conseil des gouverneurs. Et puis, si le Conseil des gouverneurs estime qu'il y a eu une violation de l'accord de garantie, eh bien, il peut transmettre le dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, là, je vais passer rapidement parce que c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 types d'accords. Il y a ce qu'on appelle l'accord de garantie généralisé. Ça, c'est pour les États non dotés partis au TNP. C'est-à-dire que ça couvre toutes les matières et toutes les installations qui contiennent des matières. Il y a ce qu'on appelle les offres volontaires de garantie. Ça, c'est pour les 5 États dotés. Donc, les 5 États dotés, eux, ils déclarent à l'agence ce qu'ils veulent. Hein, comme installation, comme matière, et l'agence est libre ou pas de conduire des inspections dans les États dotés. Jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment la politique de l'agence de mener des inspections dans les États dotés. Et puis il y a ce qu'on appelle les accords de garantie spécifiques, en fait, qui sont basés sur l'ancienne définition des accords de garantie qui s'appliquent aux États qui ne sont pas partis au TNP, puisque n'étant pas partis au TNP, ils ne sont pas tenus d'avoir un accord de garantie généralisé. Alors, bon, malheureusement, ces systèmes d'accords de garantie, c'est essentiellement une approche comptable des matières. Donc ça permet de s'assurer que les matières ne sont pas détournées pour des usages prohibés, mais ça ne permettait pas de s'assurer qu'il n'y avait pas d'activité interdite dans les États, puisque l'accord de garantie repose essentiellement sur la bonne volonté de l'État de faire sa déclaration en toute honnêteté à l'agence. Alors, bien évidemment, la découverte du programme clandestin d'armement nucléaire de l'Irak, en dépit d'un accord de garantie généralisé, et puis les événements en Corée du Nord, montraient qu'un régime de vérification devait aussi concerner les matières et les activités non déclarées. Alors c'est un programme qui a vu le jour en 1993, qui s'est appelé 93+2, parce qu'il était censé durer que 2 ans pour mettre au point le modèle de protocole additionnel. En fait, ça a pris 4 ans. Et ce protocole additionnel complète l'accord de garantie pour accroître la probabilité de détecter des programmes clandestins. Ça donne à l'agence un droit étendu d'accès aux informations. Et l'avenir des garanties, c'est le concept de garantie intégrée, c'est l'ensemble optimisé des mesures des deux, à la fois de l'accord de garantie et du protocole additionnel, en fonction de la situation de chaque État. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une approche au niveau de l'État, qui vise à améliorer, je dirais, l'efficience des garanties, tout en diminuant le volume des inspections dans un pays, ce qui, pour les industriels qui détiennent des matières nucléaires, est une bonne chose, parce que bon, les inspections, c'est un peu perturbant pour le travail quotidien. Alors, il y a aujourd'hui 114 États non dotés qui ont un protocole additionnel en vigueur. Les 5 États dotés ont un protocole additionnel en vigueur. Ce n'est pas tous le même, puisque les États dotés ont le libre choix de prendre les mesures qui leur plaisent dans le protocole additionnel. Donc il y a des protocoles additionnels comme celui des États-Unis qui est la copie conforme du protocole additionnel des États non dotés, ce qui laisserait à penser qu'ils ont tout accepté, sauf qu'il y a un article supplémentaire qui dit ces mesures-là seront mises en œuvre uniquement si la sécurité des États-Unis n'est pas concernée, ce qui revient à vider le protocole additionnel de sa substance. À l'opposé, il y a le protocole additionnel chinois qui se limite à un article sur les exportations de biens nucléaires vers les pays non dotés. Et puis au milieu, il y a les protocoles additionnels des 2 États dotés, membres de l'Union européenne,
qui sont quasiment la recopie du protocole additionnel des États non dotés, à quelques exceptions près. Mais ça, c'est solidarité européenne oblige. Alors, parmi les États qui ont un accord de garantie spécifique, il n'y a que l'Inde qui a conclu un protocole additionnel, approuvé au Conseil des gouverneurs de mars 2009, qui a été signé le 15 mai, mais qui n'est toujours pas entré en vigueur. Ça faisait partie de la signature d'un protocole additionnel par l'Inde. Ça faisait partie des gages que l'Inde devait fournir pour se rapprocher du régime de non-prolifération en échange d'un accès au nucléaire civil suite à la réunion de Washington entre le président américain et le Premier ministre indien. Alors, le protocole additionnel, il a une faiblesse, c'est que son statut juridique n'a jamais été défini, ce qui de fait le rend volontaire. Et ce qui a permis, d'ailleurs, par exemple, à l'Iran de s'affranchir de son protocole additionnel en disant mon Parlement a décidé que je ne devais plus mettre en œuvre mon protocole additionnel parce que la communauté internationale a été méchante avec moi et on n'a pas de base juridique pour dire que le protocole additionnel est obligatoire. Alors le deuxième volet du contexte international, c'est les contrôles aux exportations. Alors ça, c'était volonté de la communauté internationale de s'opposer à la prolifération de l'arme nucléaire. Alors c'est la mise en œuvre de dispositifs qui visent à contrôler le commerce des matières, équipements et technologies susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'armes nucléaires. Alors, bien évidemment, le contexte géopolitique et les projets de la technologie obligent à un examen régulier des régimes de contrôle aux exportations, en particulier pour ce qui concerne, d'une part, les directives de contrôle aux exportations, et puis aussi les listes des biens soumis à contrôle. Alors, il y a deux régimes spécifiques. Le premier, qui est le comité Zanger, du nom de son premier président qui était suisse, qui en fait a réuni un certain nombre d'États partis au traité de la non-prolifération. Et puis, il y a le deuxième qui est le groupe des fournisseurs nucléaires, NSG, parce que c'est l'acronyme anglais, Nuclear Suppliers Group. Et il faut y rajouter pour nous, Français, le régime double usage de l'Union européenne, qui comprend un règlement communautaire et les listes des biens contrôlés qui sont la recopie exacte de celle des régimes de non-prolifération. Donc c'est forcément cohérent avec celle du groupe des fournisseurs nucléaires. Et ce régime européen, il ne couvre pas seulement le domaine nucléaire, il couvre aussi le chimique, le balistique, et un certain nombre et le régime de Wassenaar, qui est le régime qui s'est substitué au COCOM, qui existait du temps de l'URSS et du pacte de Varsovie, qui visait à empêcher le transfert de technologies et de biens sensibles vers les pays de l'Est. Alors, l'explosion indienne de 1974, elle a clairement révélé les insuffisances du traité de non-prolifération, parce que l'explosion indienne, elle a été faite à partir de plutonium issu de retraitement d'uranium, de combustible fabriqués par les Indiens avec de la matière indienne, mais qui ont été irradiés dans un réacteur de recherche fourni par le Canada. Et au titre d'un accord de coopération entre le Canada et l'Inde, qui était un accord d'utilisation à des fins pacifiques. Dans l'accord, il n'y avait pas et non explosive. Ce qui a permis de dire aux Indiens qu'ils avaient procédé à une explosion dite pacifique. Alors à ce moment-là, les experts de cet État se sont réunis à Londres au début de 1975, d'où le premier nom du groupe des fournisseurs nucléaires, qu'on appelait le Club de Londres, pour créer le groupe des fournisseurs nucléaires. Ils ont élaboré une politique harmonisée en matière d'exportation nucléaire. Et cet exercice-là s'est déroulé en dehors du traité de non-prolifération, puisque la France n'était pas partie au TNP à l'époque. Alors, depuis, le groupe a grossi. Il compte aujourd'hui 47 membres. Les États-Unis en assurent actuellement la présidence depuis juin 2012, et ils seront suivis par la République tchèque, puis organisera la prochaine plénière en juin 2013 à Prague. La France a présidé au NSG l'année 2000. Ça a d'ailleurs été la première chose que j'ai fait en arrivant à la direction des relations internationales, en tant que conseiller du directeur des relations internationales à l'époque, puisque c'était mon directeur qui était le président du NSG. Et on vient d'accueillir le Mexique à la plénière de Seattle, et normalement la Serbie devrait rejoindre le groupe prochainement.
Alors, ces directives de contrôle aux exportations, elles ont du NSG. Je parle essentiellement de celle-là parce que c'est le Zanger aujourd'hui, il a un usage dont on ne sait plus très bien à quoi il sert, si ce n'est qu'il a l'avantage d'être relié au traité de non-prolifération, ce qui le rend plus acceptable par les États du mouvement des non-alignés qui considèrent que les régimes de contrôle aux exportations, en fait, sont des régimes illicites qui constituent un frein pour les empêcher d'acquérir de la technologie et donc contraire à l'article 4 du traité. Alors, les directives du NSG, c'est deux types de biens contrôlés, les biens nucléaires et puis ce qu'on appelle les biens à double usage. Les biens à double usage, c'est la deuxième partie des contrôles qui a été rajoutée en même temps qu'est né le protocole additionnel. C'est une des conséquences de la découverte du programme clandestin irakien, puisque l'Irak avait approvisionné sur le marché tout un tas de biens qui n'étaient pas spécifiquement nucléaires, mais qui, moyennant quelques adaptations, pouvaient parfaitement convenir pour un programme nucléaire clandestin. Alors, le groupe des fournisseurs nucléaires fait du contrôle intégral une condition de fourniture. Ça veut dire qu'il faut que le pays soit lié par un accord de garantie généralisé. Ce qui veut dire, en clair, que les pays non partis au TNP, que sont l'Inde, Israël et le Pakistan, ne peuvent pas recevoir de biens nucléaires de la part de pays partis au NSG. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, au moins pour l'un d'entre eux, comme on va le voir. Bien. Les contrôles à l'exportation, les biens les plus sensibles, retraitement et enrichissement, ont été durcis récemment. Ça, c'est l'une des conséquences de la crise iranienne, en y ajoutant qu'un certain nombre de critères, à la fois des critères comme État parti au TNP, protocole additionnel en vigueur, mais aussi des considérations un peu plus subjectives comme le fait que le pays ait un programme nucléaire qui justifie, par exemple, l'éventuelle vente d'une installation de retraitement. Et puis le groupe travaille aujourd'hui au sein d'un groupe de travail spécifique sur une révision complète des listes pour tenir compte des évolutions technologiques récentes. Alors, en 2008, il y a eu un événement important au groupe des fournisseurs nucléaires qui est une des suites de l'accord de 2005 entre les États-Unis et les Indiens, qui a été l'adoption d'une exemption indienne à la règle du contrôle intégral. Et donc depuis 2008, depuis septembre 2008, on peut exporter des biens et technologies nucléaires vers les installations indiennes qui sont placées sous garantie. Cette exemption, elle prévoit un mécanisme de consultation, bon, c'est dit pudiquement comme ça, c'est-à-dire c'est en gros s'il faisait péter un pétard mouillé, il faudrait se poser la question de savoir si on continue les exportations de biens nucléaires vers l'Inde. Et puis, il y a certains pays qui avaient été tentés de mettre une mise en œuvre différée de la clause d'exemption, que la France a refusée, parce que la France était dans un processus de coopération avec l'Inde dans le domaine nucléaire depuis 1998 et l'inscription du nucléaire dans le dialogue stratégique entre les deux pays qui avait été voulu par le président Chirac. Donc nous, en 2008, on était largement prêts à essayer de vendre des EPR à l'Inde. Ça ne s'est toujours pas fait parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que prévu. Mais on ne désespère pas d'y arriver. Alors, l'autre deuxième grand traité dans le domaine de la lutte contre la prolifération, c'est le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est assez amusant parce qu'il trouve son origine dans une proposition de l'Inde qui avait déposé une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies en 1956, qui a été négociée dans le cadre de la conférence du désarmement à Genève, à l'époque où elle travaillait encore, entre janvier 1994 et août 1996, et qui a été adoptée le 10 septembre à New York, malgré l'opposition de l'Inde. En fait, on a utilisé une subtilité, c'est-à-dire qu'on a fait passer le traité au travers d'une résolution déposée par l'Australie, et non pas comme un traité formellement déposé devant l'Assemblée générale. Alors,
Il a été ouvert à la signature le 24 septembre 1996 et pour qu'il entre en vigueur, ce traité, parce qu'il n'est pas encore en vigueur, il faut que 44 États, dont les 5 États dotés de l'arme nucléaire et les 3 pays hors TNP, qui sont les 44 États qui ont les capacités nucléaires les plus significatives, il faut que ces 44 États ratifient le traité pour qu'il entre en vigueur. Alors, c'est un traité qui a pour but d'empêcher de développer de nouveaux types d'armes sans essai. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire des explosions expérimentales d'armes nucléaires ou toute autre explosion nucléaire. Le seuil, c'est énergie zéro. Donc, on peut faire des essais sous-critiques, sans dégagement d'énergie, mais des essais avec dégagement d'énergie nucléaire sont interdits. Ça interdit les explosions nucléaires pacifiques. Ça, c'est une demande spécifique des Chinois vis-à-vis de leurs voisins indiens. Et, bon, ça n'interdit pas non plus la simulation, hein, qui aujourd'hui est la base du programme de dissuasion français, hein, donc en particulier le laser mégajoule ou le NIF américain. Alors, c'est un régime de vérification un peu particulier qui s'appuie sur 4 composantes. Un réseau international de surveillance. Il y a des stations à peu près partout, avec 4 technologies complémentaires, du sismique, de l'hydroacoustique, de l'infrasonore et de la radioactivité dans l'air. En cas de doute sur un événement, on peut consulter un autre État et lui demander une clarification. On peut envoyer des inspecteurs sur place. Et il y a des mesures de confiance entre les États qui prévoient l'échange de données, en particulier quand les États disposent de réseaux sismiques en propre pour la surveillance de la sismicité. Ces réseaux peuvent éventuellement aussi être reliés au réseau international de surveillance pour compléter les données. Voilà, ça c'est la carte qui montre toutes les installations qui sont implantées tout autour du monde. C'est le département d'analyse et de surveillance de l'environnement du CEA qui est responsable de la mise en œuvre pour la France du programme français du CTBT. Alors on a eu un petit souci avec la mise en place d'une des stations de surveillance, qui est celle des îles Crozet, parce qu'installer une station aux îles Crozet, il est difficile d'avoir 3 semaines de temps à peu près calme pour arriver à l'installer. Et donc, l'installation n'aurait jamais réellement fonctionné et elle va probablement être remplacée. Alors, il y a une commission qui a été créée en attente de l'entrée en vigueur du traité, qui est censée préciser tous les points qui ne sont pas détaillés dans le traité. Et puis, dans l'attente de l'entrée en vigueur, il y a une conférence, dite conférence de l'article 14, parce que c'est l'article 14 du traité qu'on parle, qui se réunit tous les 2 ans pour examiner les actions permettant d'accélérer l'entrée en vigueur du traité. Alors aujourd'hui, il y a 182 États qui ont signé le traité et 156 qui l'ont ratifié. Le dernier en date, c'est l'Indonésie, en décembre 2011. Et sur les 44 États de l'annexe 2, il y en a 3, l'Inde, la Corée du Nord et le Pakistan, qui ne l'ont pas signé, et 5 qui l'ont signé mais pas ratifié. Alors dans le discours de Prague du président Obama, toujours en mai 2009, là, il avait annoncé qu'il était sa volonté de voir les États-Unis ratifier le traité. Ceci dit, maintenant qu'il y a une majorité républicaine au Congrès et que les républicains ne veulent pas ratifier le traité, il est peu probable que la ratification par les États-Unis, qui entraînerait probablement en cascade celle de la Chine, de l'Égypte, voire même de l'Iran, puisse prendre place dans un avenir proche. Alors le dernier traité qui est censé compléter l'édifice, c'est le traité d'interdiction de production de matières fissiles pour les armes nucléaires, TIPMF ou cut-off en anglais, que j'appelle, moi, l'arlésienne de la conférence du désarmement, parce qu'on en parle depuis quasiment maintenant, depuis la fin de la négociation du traité d'interdiction des essais. On en parle, mais on ne le voit jamais. Hein. Alors, un petit historique de ce traité. Il y a eu un accord sur un mandat de négociation en 1995, mais qui n'a jamais débouché sur une négociation véritable du traité, parce que depuis 1998, la conférence du désarmement à Genève n'a jamais réussi à s'entendre sur son programme de travail. Parce que la conférence du désarmement à Genève, elle a un mécanisme de fonctionnement qui fait que tous les ans, elle doit approuver son programme de travail. Et donc, s'il y a un pays qui n'est pas d'accord, comme ça se passe au consensus, eh bien, le programme de travail n'est pas validé, donc la conférence de désarmement ne peut pas travailler. Alors, il y a eu des initiatives
en particulier américaine, pour lancer une négociation en 2 étapes, qui dit, avec le dépôt d'un projet de traité qui n'a débouché sur rien, et qui en fait avait essentiellement pour but d'étendre le moratoire de production de matières fissiles volontaires qui existe aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie et en France, avec pour la volonté de l'étendre à la Chine. C'est-à-dire que les 5 États dotés cessent de produire des matières fissiles à des fins militaires, ce qui n'est bien évidemment pas le souhait des Chinois qui ambitionnent d'avoir une parité stratégique avec les Américains et qui donc pour cela ont encore besoin de quelques années de production de matière. Alors, il y a eu un petit miracle en juin 2009, c'est que la conférence du désarmement a approuvé son programme de travail. Grande surprise, ce qui n'a pas permis pour autant de travailler en 2009, puisque ce sont les ambassadeurs qui sont à la conférence du désarmement qui sont les chefs de délégation des pays à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui commence au mois de septembre et qui dure jusqu'au mois de décembre. Donc, comme la conférence du désarmement prend ses vacances au mois de juillet, ben, ils ont approuvé le programme de travail, mais il n'y a rien eu dans le programme de travail. Et en janvier, quand il s'est agi de le réapprouver, pour reconduire le programme de travail, le Pakistan, dont on ne sait pas pourquoi il l'avait approuvé en 2009, bien évidemment, s'y est opposé. Alors, en plus, bon, lors de la conférence d'examen du TNP, la Chine s'est opposée à toute mention d'un moratoire sur la production de matières fissiles. Donc ça montre bien la difficulté d'entrer en négociation. Alors il y a des consultations informelles qui ont lieu périodiquement sur ce que pourrait être le traité, ce qui devrait couvrir, ce qui ne devrait pas couvrir. Alors l'opposition du Pakistan à la négociation de ce traité, elle résulte du fait que dans le mandat initial, et qui est le mandat sur lequel tout le monde est d'accord, il n'est pas question de faire entrer les stocks de matières fissiles possédés par les États dotés dans le champ d'application du traité. C'est vraiment une interdiction de production pour le futur. Et comme le Pakistan pense, d'ailleurs à juste titre, que le stock de matière nucléaire de son voisin indien est nettement plus important que le sien, pour lui, un cut-off ne peut se concevoir que s'il prend en compte les stocks. Alors, il y a eu une résolution sur ce traité à la première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, là, au mois d'octobre, qui était portée par le Canada, qui a créé un groupe d'experts gouvernementaux qui est censé se réunir en 2 sessions de 2 semaines en 2014 et 2015 pour formuler des recommandations sur ce qui pourrait être inclus dans le traité. C'est pas pour négocier le traité, c'est juste pour formuler des recommandations. Donc on n'est pas encore arrivé. Alors ce traité, il a un certain nombre d'enjeux qui sont, d'une part, quelles matières vont être visées, et donc le lien avec le statut de l'AIEA qui définit les matières nucléaires fissiles, quelles vont être les activités prohibées, comment on va aller vérifier les installations de défense dans les États dotés pour être sûr qu'on ne produit plus de matières fissiles, quelle approche on va prendre pour la vérification, hein, est-ce qu'on dit approche centrée, c'est-à-dire on se limite aux usines d'enrichissement et de retraitement, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles de produire de l'uranium hautement enrichi ou du plutonium, ou est-ce qu'on considère que les réacteurs doivent être inclus dans la vérification de ce traité parce que c'est en irradiant le combustible qu'on fabrique du plutonium. Quelle va être la date du cut-off, hein, forcément, et la date donc d'interdiction et la date d'entrée en vigueur du traité. Comment ce traité va respecter le statut des États dotés et quel est le risque qu'on court en négociant un traité qui finalement va reconnaître des stocks de matières fissiles dans les États non partis au TNP, quel risque on court de légitimer la possession, d'une manière détournée, de légitimer la possession de l'arme nucléaire par ces 3 États. Et puis il y a des questions de vérification. Qui va vérifier ce traité? Est-ce que c'est l'agence l'AIEA, ou est-ce que c'est l'AIEA avec des agences régionales, ou est-ce qu'on va créer une nouvelle machinerie onusienne qu'emploiera 3000 personnes pour vérifier ce traité? Alors, maintenant qu'on a vu le cadre international, on va voir comment un pays qui visiblement veut
se donner les moyens d'avoir un jour l'arme nucléaire, même si on ne sait pas s'ils la feront réellement, joue avec ce contexte international pour développer un programme nucléaire. Alors le programme d'enrichissement iranien, il a été révélé en février, il a été révélé par des opposants iraniens en décembre 2002 et officiellement reconnu par l'Iran en février 2003. Ça a conduit à un certain nombre de négociations qui ont commencé en un format E3, c'est-à-dire Royaume-Uni, Allemagne et France, avec l'Iran, qui a abouti aux accords de Paris en novembre 2004. Il y avait des négociations spécifiques sur 3 volets, le nucléaire, l'économique et la sécurité globale, en échange d'une suspension complète de ces activités par l'Iran. Les discussions se sont poursuivies jusqu'en août 2005 à Genève. On se réunissait à peu près une fois par mois, alternativement à la mission permanente française un jour et le lendemain à la mission permanente iranienne, pour mettre au point la proposition des E3 et voir ce que l'Iran était prêt à accepter. Et en août 2005, les Iraniens ont immédiatement rejeté la proposition et ils ont repris les activités de conversion sur le site d'Ispahan. Alors, ça a conduit le Conseil des gouverneurs, en septembre 2005, à reconnaître que l'Iran était en violation de son accord de garantie. Mais le dossier iranien n'a été transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'en février 2006 pour laisser du temps au temps. En fait, ce qu'a dimensionné la crise iranienne au début, c'est la manière dont avait été résolue la crise irakienne. Il y avait une espèce de phobie à l'époque chez les Européens, dont la France, de voir se renouveler le scénario irakien et donc de transmettre immédiatement le dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'avoir une résolution du Conseil des Nations Unies prise sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc qui en gros permet l'usage de la force, et puis de se trouver embarqué non pas dans une première, voire une deuxième guerre d'Irak, mais dans une première guerre de l'Iran. D'où l'idée de temporiser le maximum et d'essayer de voir quelle était la volonté de négociation des Iraniens. Alors, le dossier a évolué à partir de juin 2006 avec une nouvelle offre des E3, plus 3, puisque la Chine, la Russie et les États-Unis ont rejoint le processus de négociation. Alors, accessoirement, on les appelle E3 plus 3 ou P5 plus 1, puisqu'il y a les 5 États dotés, qu'on appelle le P5 plus l'Allemagne. Alors, quand vous parlez d'offres des E3 plus 3 dans les réunions européennes, immédiatement, vous avez la pancarte de l'Italie qui se lève en disant « Non, non, on ne parle pas d'offres des E3 plus 3, on peut parler des P5 plus 1, mais pas des E3 plus 3, parce que les Italiens sont extrêmement vexés de ne pas avoir été intégrés dans le processus initial de négociation des Européens. » Alors après, il y a une première résolution adoptée en juillet 2006 par le Conseil de sécurité qui rend la suspension obligatoire, qui sera complétée par une nouvelle résolution 6 mois plus tard. Alors si je précise sous article 41, parce que l'article 41 c'est un des articles du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais l'usage de la force c'est l'article 42 de la Charte des Nations Unies. Donc là, tous les moyens coercitifs peuvent être mis en œuvre à l'exception de l'usage de la force. C'est pour ça que toutes les résolutions sur l'Iran sont prises uniquement sous l'article 41 de la Charte des Nations Unies. Alors, les sanctions ont commencé à arriver en mars 2007 avec le Conseil des gouverneurs de l'AIEA qui a décidé de suspendre 22 projets de coopération technique avec l'Iran. Il y a eu les premières sanctions spécifiques adoptées par les Américains sur le volet financier et par l'Union européenne, avec un accord pris qui liste la liste des activités sur lesquelles les relations avec l'Iran sont interdites et la liste des entités iraniennes qui sont visées par des sanctions. Alors, il y a eu un épisode d'amélioration
en deuxième semestre 2007, puisqu'il y a eu un accord entre l'agence et l'Iran pour résoudre un certain nombre de questions dites en suspens, c'est-à-dire que c'était... Et les sanctions se sont poursuivies à un rythme à peu près semestriel, avec une nouvelle résolution en mars 2008. Il y a eu un nouveau rapport de l'AIEA qui a fait état de graves préoccupations sur de possibles dimensions militaires du programme iranien en novembre 2008. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est le fait que les services de renseignement évoquent un deuxième site d'enrichissement près de Qom, donc ça sera le site de Fordo, que l'Iran a reconnu comme existant par un courrier à l'AIEA le 21 septembre. En fait, c'était un peu le jeu du chat et de la souris, parce que l'existence du site de Fordo était connue des services de renseignement occidentaux et israéliens depuis longtemps. Les Iraniens savaient que les services occidentaux savaient. Tout le jeu était de savoir quel était le premier qui utiliserait cette cartouche pour pénaliser l'autre. Et finalement, l'Iran a décidé de le rendre public avec une petite subtilité qu'on évoquera quand je vous montrerai la photo du site de Qom. Il y a eu une tentative de rapprochement en octobre 2009 pour négocier, sous les auspices du directeur général de l'AIEA, pour répondre à une demande iranienne de fourniture de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran, qui est un réacteur qui a été fourni dans le cadre du programme Atom for Peace initialement par les Américains, qui était un réacteur qui fonctionnait avec de l'uranium enrichi à 93%, qui a été converti à de l'uranium enrichi à moins de 20% par les Argentins. Et depuis, comme il y a eu les relations diplomatiques entre l'Argentine et l'Iran sont un peu tendues, parce que les Argentins soupçonnent les Iraniens d'être les commanditaires de l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, les Argentins ont refusé de continuer la fourniture de combustible pour le TRR, d'où la demande de fourniture via l'AIEA, qui est quelque chose de prévu dans les mécanismes de fonctionnement de l'AIEA. Alors la situation s'aggrave en février 2010, puisque l'Iran adresse une lettre à l'AIEA indiquant son intention d'enrichir de l'uranium à 20%. Auparavant, ils enrichissaient qu'à 3,5%. Ça allait. Il y a eu un peu d'interférence sur la ligne avec une initiative turco-brésilienne en mai 2010 pour faire une proposition qui proposait de stocker de l'uranium faiblement enrichi iranien en Turquie en échange de la livraison de combustible pour le Téhéran dans les réacteurs. Ce n'était pas du tout prévu dans la stratégie de négociation des E3+3. Donc ça a été assez diversement apprécié, cette initiative. Et puis en juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations Unies a étendu les sanctions au secteur énergétique. Donc c'est ce qui en a constitué la conséquence, c'est l'embargo sur les importations de brut iranien, en particulier par l'Union européenne. Alors il y a périodiquement quelques réunions pour essayer de sortir de la crise, en particulier entre le P5+1 et l'Iran. Il y a eu une réunion en décembre 2010 à Genève. Il y en a eu une autre en janvier 2011. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il y a eu un épisode assez diversement apprécié au Conseil des gouverneurs de l'AIEA, qui a été la publication du rapport sur l'Iran par l'Agence pour le Conseil de mars, qui rassemblait dans une annexe tous les manquements de l'Iran. La même initiative s'est renouvelée en novembre 2011, avec cette fois-ci une annexe sur les possibles dimensions militaires du programme iranien, qui a extrêmement fâché la Russie et la Chine. Du coup, le Conseil des gouverneurs a adopté une résolution, mais sans les voix de la Russie et de la Chine. Après, il y a une nouvelle initiative de Mme Ashton, qui est la haute représentante européenne pour les questions de non-prolifération,
qui est en fait celle qui pilote les négociations du P5+1, puisque l'Union européenne y est associée, proposant une réunion avec l'Iran en avril 2012. Il y avait une légère avancée iranienne, l'optimisme prévalait légèrement, et une nouvelle réunion a été prévue à Bagdad le 23 mai, qui a été précédée par une réunion des directeurs politiques des six à Berlin pour mettre au point un paquet pour la réunion de Bagdad, qui était l'offre des six aux Iraniens, qui était d'arrêter la production d'uranium à 20%, de sortir tout le stock produit, d'arrêter les activités à l'usine de Qom, en échange de fournitures de combustible pour le TRR, d'un certain nombre de coopérations possibles dans des domaines bien listés comme la sûreté et la fusion, la levée des sanctions américaines sur les pièces détachées pour l'aviation civile et un engagement à ne pas adopter d'autres résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre-temps, il y a eu une réunion entre l'Iran et l'AIEA pour essayer de clarifier les questions relatives à la possible dimension militaire du programme iranien, qu'a conduit le directeur général de l'AIEA à se déplacer à Téhéran, pensant qu'il pourrait signer effectivement le document définissant cette approche, mais il n'y a pas eu de signature à ce moment-là, parce que les Iraniens en fait conditionnent la signature de ce document à la levée des sanctions adoptées par les six. Donc alors que la communauté internationale a pris bien soin de séparer les variables, c'est-à-dire qu'il y a les questions qui regardent l'AIEA, et puis il y a les questions qui regardent les négociations des six avec l'Iran. Alors, on arrive à la fin. Nouvelle réunion des six avec l'Iran à Bagdad, avec un Iran qui avait durci à nouveau sa position, qui était plus revenu de la position de la première réunion d'Istanbul que de la deuxième, avec le seul résultat, c'est une réunion à Moscou les 18 et 19 juin. Le 4 juin, l'agence a présenté un rapport relativement critique sur l'absence de coopération de l'Iran. Le 18 juin, la réunion des six à Moscou, toujours pas de progrès, sinon il doit y avoir une réunion technique entre experts, qui a eu lieu le 3 juillet à Istanbul. Et donc, la stratégie de négociation de l'Iran, c'est on veut bien considérer de l'enrichissement à 20% en échange de la levée de toutes les sanctions. Et malheureusement pour la solidité des E3+3 ou du P5+1, les Russes ont profité de cette réunion pour déposer sur la table une initiative qui n'avait été fait l'objet d'aucune concertation avec les autres et qui faisait plutôt le jeu de l'Iran que le jeu des autres. Donc les derniers épisodes, c'est ça, c'est une nouvelle résolution adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA le 14 septembre. Le rapport du mois de novembre de l'agence critique à nouveau l'absence de coopération de l'Iran depuis novembre 2011, donc c'est sur la possible dimension militaire. En décembre, il y a eu des réunions en E3+3 pour présenter à l'Iran un paquet qu'on appelle le paquet de Bagdad reformulé. Le 13 décembre, il y a eu une rencontre AIEA-Iran sur l'approche structurée. Il n'y a toujours pas d'accord, mais des progrès. Et la prochaine rencontre, qui normalement devrait être la dernière entre l'Iran et l'agence, c'est fixée au 16 janvier. Donc, je suis bien incapable aujourd'hui de vous donner les résultats de celle-là. Alors, quelques images sur ce qu'il existe en Iran, le cycle du combustible en Iran, avec Chiné et Sagang qui sont des mines, Ispahan qui est le centre de conversion, Natanz qui est la première usine d'enrichissement, Fordo, quelque part là-haut, Qom, c'est la deuxième usine d'enrichissement, Arak, c'est l'usine de production d'eau lourde, et c'est là où les Iraniens veulent construire un nouveau réacteur de recherche. Bon, ça, c'est une vue de l'usine de Natanz. Qom, ça, c'est l'usine d'enrichissement non déclarée par l'Iran. En fait, quand l'Iran a déclaré cette agence, il a déclaré que les travaux de construction avaient commencé à une certaine date, ce qui était visiblement complètement faux compte tenu de l'avancement des travaux. En fait, les travaux avaient commencé bien avant.
Mais l'Iran avait volontairement déclaré cette date-là pour éviter de se mettre en infraction avec son accord de garantie qui prévoyait justement la notification des nouveaux projets nucléaires dès que la décision politique de les réaliser avait été prise, ce que bien évidemment l'Iran n'avait pas fait. Ça, c'est l'usine de conversion d'Isfahan. Arak, c'est le réacteur de recherche et l'usine de production d'eau lourde. Donc, c'est là que les Iraniens veulent construire un nouveau réacteur de recherche, mais qui n'est pas un réacteur de recherche à uranium faiblement enrichi, donc à moins de 20% et à eau légère. Mais le concept iranien, c'est bien évidemment de faire un réacteur à uranium naturel et à eau lourde, ce qui, naturellement, est le meilleur réacteur possible pour produire du plutonium de qualité militaire. Mais ils ont quelques difficultés parce que, visiblement, ils n'ont pas d'industrie pour forger la cuve. Donc le site avance très très lentement. Ça, c'est les prototypes de centrifugeuses IR2 développés par les Iraniens. Alors, les centrifugeuses, on les baptise comme ça avec des lettres alphabétiques. Il y avait les G1. Alors, l'origine, c'est G1, c'est les centrifugeuses développées par Urenco, qui ont été copiées par les Pakistanais. Donc là, elles sont devenues de l'épée. Quand Abdul Qader Khan, qui père de la bombe pakistanaise, qui a travaillé pendant quelques années pour le groupe Urenco aux Pays-Bas, est reparti de là avec les plans des centrifugeuses pour développer le programme de centrifugation pakistanais. Donc l'IR2, c'est une dérivée de la centrifugeuse pakistanaise P2. On n'a pas encore aujourd'hui vu les centrifugeuses nord-coréennes, puisque les Nord-Coréens ont annoncé officiellement qu'ils avaient un nouveau site d'enrichissement. Bon, alors je ne sais pas comment on les appellera, celle-là, peut-être des PRK 2, 3. Alors ça, c'est le site qui pose le plus de questions à l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est un site militaire, le site de Parchin. C'est là qu'on soupçonne les Iraniens de conduire des expériences d'explosion en chambre, donc pour mettre au point des armes nucléaires. Donc ça, c'est tel que le site se présentait avant le début des travaux de nettoyage du site. Quelques mois plus tard, on est à l'apogée du processus de nettoyage et de démolition. Donc les Iraniens ont enlevé la clôture de sécurité. Il y a des déplacements de terre qui sont parfaitement visibles. Là, il y a des toits bleus sur les bâtiments qui sont suspectés d'habiter justement ce programme d'hydrodynamique. Et donc, tout ça procède d'une volonté iranienne de nettoyer le site avant d'en accorder l'accès à l'agence, parce que les investigations, par exemple, les investigations que l'agence a menées en Syrie sur le site bombardé qui abritait un réacteur en cours de construction d'un réseau, les prélèvements réalisés par l'agence, après analyse, ils ont montré qu'effectivement, il y avait des traces d'uranium sur ce site bombardé et que ce n'était pas des particules qui venaient du sous-sol, hein, mais c'était bien parce qu'il y avait eu des activités. Donc, quand l'agence présente ce genre de faits scientifiques, et surtout quand elle les rend publics lors des briefings qui précèdent les conseils des gouverneurs, ça donne forcément des idées aux autres sur le nombre de mètres cubes qu'il faut déplacer pour éviter que l'agence puisse trouver quelque chose. Alors ça, c'est là. Donc là, le nettoyage, il est pratiquement terminé, puisque ça, c'est l'une des dernières images qu'on a eues du site, 9 décembre 2012. Donc là, ils ont remis une clôture de sécurité. Il y a les nouveaux toits sur les bâtiments. Donc on pense qu'ils ont fini le nettoyage. Et normalement, ils devraient accorder à l'agence l'accès au site début 2013, en espérant que l'agence ne trouvera rien. Ce qui est fort probable, mais qui n'est pas certain à 100%. Alors la dernière partie, je vais essayer de vous dire quelques initiatives politiques récentes qui ont été prises pour réduire les risques de prolifération. Alors, je ne les ai pas toutes mises, parce que sinon ça aurait fait l'effet d'un catalogue à l'après-vert. J'ai mis que les principales. Alors, la première, c'est l'initiative de sécurité contre la prolifération, qui a été lancée par le président Bush en 2003.
ça vise à intensifier les engagements politiques et les coopérations concrètes pour contribuer à entraver, à faire cesser le transport des armes de destruction massive, de vecteurs et des matériels connexes. Donc, les participants à cette initiative, ils ont adopté un certain nombre de principes d'interception qui ont été adoptés à Paris en septembre 2003. Il y a eu des cas d'interception réels de réalisés, hein, sur la base d'informations dans le cadre de la PSI. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. En particulier, il y a un chargement de pièces de centrifugeuses destinées au programme libyen qui a été intercepté au travers de la PSI, à l'époque où le régime de Kadhafi avait encore quelques velléités nucléaires. Et aujourd'hui, c'est essentiellement sur la base d'exercices qui réunissent les pays qui sont partis à cette initiative, qui sont aujourd'hui 104. Donc c'est une initiative qui a connu un certain succès. Alors, dans le domaine de la lutte contre la prolifération, il y a 2 résolutions importantes du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est la résolution 1540, qui a été adoptée en 2004, qui impose aux États de se doter de législation efficace pour le contrôle des exportations. Et elle demande aux États de s'abstenir d'aider les acteurs non étatiques. Donc ça, c'est la prolifération non étatique, hein, donc les tentatives éventuelles d'acquisition d'armes nucléaires par des groupes terroristes. Voilà. Et il y a un comité du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été créé pour suivre la mise en œuvre de cette résolution. Et les États doivent adresser un rapport sur ce qu'ils ont fait. Et donc, le mandat de ce comité a été adopté, a été renouvelé 2 fois. Et ce comité, a priori, va être pérennisé indéfiniment tant que la résolution restera valide. L'autre très grande résolution du Conseil de sécurité, c'est la 1887, qui résulte d'une initiative américaine qui a été annoncée par le président Obama dans le discours de Prague et qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité en format chef d'État le 24 septembre 2009. En fait, c'est le discours de Prague de mai 2009 du président Obama. En gros, c'est la feuille de route qu'avaient adopté les Américains pour montrer que pour la conférence d'examen du traité de non-prolifération de 2010, ils avaient été particulièrement vertueux. Donc ils ont pris un certain nombre d'initiatives, dont cette résolution 1887 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le lancement des sommets sur la sécurité nucléaire au niveau des chefs d'État est un autre exemple de cette stratégie américaine. Alors, même si elle a été adoptée en septembre 2009, elle constitue certes une nouvelle référence en matière de lutte contre la prolifération parce qu'elle rappelle un certain nombre de principes de base, qui est l'importance du Conseil de sécurité. Elle était censée être une référence importante pour les séances à venir, et notamment la conférence d'examen du TNP de 2010. Bon, ça ne s'est pas vraiment traduit dans les faits, parce que la recherche du consensus à tout prix pour adopter un document final a conduit à gommer du document final des choses qui pouvaient être gênantes pour certains États et qui étaient en particulier dérivées directement de cette résolution. Alors au niveau de l'Union européenne, on a une stratégie européenne de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, hein, qui a été adoptée au Conseil européen de Thessalonique en juin 2003, qui a été suivie d'une stratégie européenne de lutte contre la prolifération. Alors, une petite particularité, c'est l'entrée en vigueur le 1er décembre 2010 du traité de Lisbonne, hein, qui modifie un peu l'Union européenne, et qui a créé un service européen pour l'action extérieure en soutien aux travaux de la haute représentante, qui est Madame Catherine Ashton, qui est la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Alors, l'instrument qu'on utilise au niveau de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la stratégie, c'est ce qu'on appelle l'instrument de stabilité, qui est réponse aux crises et problèmes frontaliers et transrégionaux. Donc, parmi les actions qui ont été entreprises, il y a eu des actions au Soudan, sur la piraterie au Pakistan. C'est un complément des actions qui sont menées dans le cadre de la politique européenne de sécurité commune, hein, et notamment en appui de la mise en œuvre de la stratégie européenne de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Alors, l'une des grandes avancées créées par l'instrument de stabilité,
c'est la promotion des centres régionaux d'excellence sur le NRBC, donc nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Et c'est censé devenir l'instrument de mise en œuvre de l'instrument de stabilité pour la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, avec 5 centres qui sont envisagés dans différentes parties du monde et qui couvrent un certain nombre de domaines qui ont un lien direct avec la lutte contre la prolifération, donc la mise en place de contrôles aux exportations, la lutte contre les trafics illicites, la gestion des déchets, la réponse aux situations d'urgence. Enfin bon, comme tout instrument européen, c'est un peu fourre-tout. Ça sert surtout à dilapider pas mal d'argent et dans des régions qui ne sont pas forcément prioritaires, mais enfin, c'est comme ça. L'autre grande initiative, c'était le partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes de destruction massive, qui a été adopté au sommet du G8 de Kananaskis en 2002, qui comportait un certain nombre de volets, en particulier sur la destruction des armes chimiques pour respecter les obligations qui sont contenues dans la Convention d'interdiction des armes chimiques, qui fait obligation aux États parties à cette convention d'avoir éliminé toutes leurs armes chimiques, enfin qui faisait obligation aux États d'éliminer toutes leurs armes chimiques d'ici à la fin de 2012. Bon, ça ne sera pas respecté en particulier par la Russie, qui avait pris un peu de retard. C'était un partenariat qui était essentiellement destiné à aider la Russie dans un certain nombre de secteurs. Les priorités de la Russie n'étaient pas forcément les mêmes que ceux des autres donateurs. En particulier, ce qui intéressait les Russes, c'est de recevoir de l'argent pour démanteler leurs sous-marins nucléaires pendant qu'ils en construisaient de nouveaux avec leur propre budget. La préoccupation des Français, c'était plutôt de convertir le plutonium en excès des stocks militaires en combustible MOX, puisque c'était quelque chose qu'on maîtrisait et qu'on voulait valoriser. Ce partenariat, il a été prolongé sous présidence française du G8 en 2011 et il a été étendu au monde. C'était essentiellement, il y avait une volonté très très forte des États-Unis et du Canada d'étendre ce partenariat. Nous, on était plus que réticents parce que ça coûte cher. Dans les 10 premières années, on était censé financer le G8 à hauteur, le programme du G8 à hauteur de 850 millions d'euros. On en a péniblement mis 125 millions au pot, et on trouvait déjà que c'était beaucoup. Et donc on ne voulait surtout pas prendre d'engagement financier pour les années futures, compte tenu des contraintes budgétaires de la France. Donc la priorité de la présidence américaine en 2012, ça a été de tenter d'impliquer les grands pays émergents dans le financement du partenariat, c'est-à-dire en fait de faire un appel à contribution à la Chine, à l'Inde, au Brésil, avec plus ou moins de succès. Et la dominante de l'action future de ce partenariat, c'est le biologique et la création de centres d'excellence. Donc ce n'est pas sans lien avec les initiatives européennes. Donc on peut facilement contribuer à ce programme du G8 en réhabillant dans le G8 des programmes européens qu'on a déjà financés par ailleurs, ce qui nous évite de dépenser trop d'argent. Alors pour terminer, il y a tout ce que sont les initiatives relatives au cycle du combustible, qui sont sur les deux volets du cycle. Donc l'enrichissement, ça c'est indispensable pour la filière des réacteurs les plus répandus, les réacteurs à eau légère. La technologie de référence, c'est l'ultracentrifugation gazeuse, qui présente une très forte dualité. L'autre volet sensible du cycle, c'est le retraitement. C'est un choix qui est fonction de la stratégie de cycle, qui est d'une part de minimiser le parc de combustibles usés et dans un objectif de développement durable, de valoriser les ressources disponibles. Alors, c'est une réflexion qui percole depuis la nuit des temps, en particulier l'un des fondements du traité Euratom, qui régit la communauté européenne de l'énergie atomique, c'est d'ailleurs inscrit dans le traité Euratom,
les matières nucléaires sont propriété de la communauté, en théorie. Même si la communauté n'a jamais exercé son droit de propriété sur les... mais c'était l'un des fondements du traité Euratom, parce que quand le traité Euratom a été signé, on pensait qu'il y aurait une pénurie d'uranium. Donc on avait dit, on va mettre l'uranium au niveau de la communauté, et la communauté le dispatchera à chacun en fonction de ses besoins. C'est une approche un peu communiste d'ailleurs du problème, mais c'est assez intéressant. Bon, l'initiative Atom for Peace du président Eisenhower, c'était procédé du même aspect, en disant on vous fournit le réacteur, on vous fournit le combustible, et en échange, vous renoncez à acquérir les technologies du cycle. On a imaginé ce qu'on a appelé des îles nucléaires, qui étaient en gros des parties de pays qui bénéficiaient d'un statut d'extraterritorialité et sur lesquels on implantait les usines sensibles du cycle qui servaient pour tous les pays de la région. Il y a eu un comité sur les garanties de fourniture à l'AIEA qui était censé répondre aux mêmes besoins. Alors toutes ces initiatives, en fait, elles se sont réveillées à la découverte du programme iranien en disant il faut qu'on essaie de trouver une solution pour dissuader si possible l'Iran, pour convaincre l'Iran de renoncer à ses activités sensibles du cycle et dissuader d'autres pays de faire de même. Donc il y a eu au plan multilatéral un groupe de travail d'experts de l'AIEA qui a été convoqué par El Baradei, qui a remis un rapport en 2005, et il y a des réflexions au sein du G8 par exemple ou au sein de l'Union européenne. Alors, pour résumer simple, il y a 3 types d'initiatives, on peut les classer comme ça. Il y a des assurances de services sans propriété d'installation avec des variantes. Il y a eu une offre mutualisée par les fournisseurs, c'est-à-dire en gros les pays détenteurs de la technologie, c'est-à-dire en gros les Américains, les Russes, Urenco et nous. Il y a des consortiums internationaux de gouvernement pour fournir des engagements de fourniture. La deuxième hypothèse, c'est la conversion d'installations nationales existantes en installations multinationales. Ça, c'est les Russes en ont montré l'exemple, parce qu'ils avaient tellement d'usines d'enrichissement qu'il y en a une dont ils ne savaient pas quoi faire. Donc ils l'ont offerte comme installation multinationale d'enrichissement. Et la troisième hypothèse, c'est de construire des nouvelles installations communes, c'est-à-dire de s'entendre sur une espèce de traité qui dirait que toutes les nouvelles installations sensibles du cycle, donc installations d'enrichissement et de retraitement, seraient forcément des installations internationales et non plus la propriété d'un État. Bon, enfin, tout ça se heurte bien évidemment je dirais, à l'opposition des États du mouvement des non-alignés, pour une raison fort simple, c'est qu'en gros, quand vous dites, voilà, on vous garantit des services où on fait une installation commune, mais bien évidemment entre ceux qui détiennent la technologie, pour fournir aux autres, en échange vous renoncez à la technologie. Bon. Et il est bien évident que pour ces pays-là, ces propositions-là n'ont qu'une forme d'attractivité toute relative, parce que c'est en gros les États qui ont renoncé à l'arme nucléaire au titre du TNP, à qui on demande de renoncer aujourd'hui aux technologies sensibles du cycle, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont été cocus une fois et on leur demande gentiment d'accepter d'être cocus une deuxième fois. Donc ça a du mal à passer chez eux, ce genre de réflexion. Donc je crois que j'ai à peu près terminé, voilà, pour un tour rapide de cette question. Et si vous avez des questions... Ne croyez-vous pas qu'il y a des pays qui sont même dans les 5, qui ne fournissent pas indirectement des avantages à des pays comme l'Iran pour semer un peu la panique ailleurs? Je donnerai comme exemple un que j'ai vu, c'est que l'Inde recevait de l'eau lourde de l'Union soviétique, alors qu'elle n'avait pas le droit de le fournir. C'est toujours un peu je dirais,
c'est un jeu subtil, bien évidemment. Il y a aujourd'hui, depuis l'effondrement de l'URSS, il y a officiellement qu'une seule grande puissance, les États-Unis. Puis il y en a qui aspirent, la Russie aspire à devenir ce qu'était l'URSS, donc le pendant des États-Unis. La Chine, bien évidemment, ne cesse de monter en puissance et rêve d'un équilibre complet avec les États-Unis. Donc bien évidemment, pour ces pays-là, leur stratégie, une part de leur stratégie consiste à empêcher les États-Unis de faire complètement ce qu'ils veulent, parce que tout ce qui gêne les États-Unis, pendant ce temps-là, eux, leur permet de progresser et d'atteindre la parité. Mais ça, c'est le jeu diplomatique habituel. Voilà. Ceci dit, pour la fourniture d'eau lourde à l'Inde, je ne sais pas si l'Union soviétique avait le droit ou pas. Nous, ce que je sais, c'est que la France a fourni 2 usines d'eau lourde, clé en main, à l'Inde. Hein. Sur les 6, nous, on en a vendu 2. Oui. Oui, on les a peut-être un peu aidés aussi à Chasma sur l'usine de retraitement pendant un moment, hein, avant que tout s'arrête. Oui. Non, mais ça aussi, c'est aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, la France, elle est engagée dans une stratégie de négociation avec la Chine pour fournir une usine de retraitement. En gros, traitement recyclage, puisque, en fait, ça seront co-localisés La Hague et Melox dans ce projet-là. Il est évident que ce projet donne des boutons aux États-Unis, quoi, connaissant leur stratégie du cycle ouvert. Carter avait dit à l'époque, en 1974, quand ils ont révisé le Non-Proliferation Act, c'est-à-dire abandonner fermer la voie au retraitement, en disant, je sais que Carter avait dit, il y a un certain nombre d'États qui aujourd'hui ne pensent pas comme nous, mais ils finiront par penser comme nous. On est à peu près persuadé du contraire, c'est qu'un jour, c'est les Américains qui finiront par penser comme nous et que seul un cycle fermé est de nature à pérenniser l'énergie nucléaire. L'Iran n'a pas une aide, on ne soupçonne pas l'Iran d'avoir une aide d'un pays. Ah ben, il y a l'Iran, il a été aidé par les Pakistanais pour mettre au point son programme de centrifugation, ça c'est sûr. Après, dans la stratégie d'approvisionnement de l'Iran pour les équipements dont il a besoin, ils font preuve d'une imagination sans borne. Ça, c'est les réseaux d'approvisionnement iraniens, vous en trouvez un sur 10 en gros, et immédiatement ils se reconstituent. Une question un peu brutale, mais tout ça, ça coûte très cher. Si finalement il n'y avait pas ces traités aujourd'hui, est-ce que ça changerait grand-chose? Parce qu'on a l'impression qu'il y a ce nombre de pays qui, de toute manière, continueraient à ne pas proliférer parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt. Et puis les quelques-uns comme l'Iran, la Corée du Nord, etc., est-ce que ça changerait grand-chose? Bah, ça, je dirais, ça a eu au moins quelques mérites. Même si il n'y a pas que les traités qui ont permis cela. Mais l'exemple le plus récent, je dirais, c'est, avant qu'il disparaisse, mais ça a été le renoncement par Kadhafi à toutes ses activités proliférantes, que ce soit dans le domaine nucléaire ou chimique, parce que les sanctions internationales commençaient à peser. C'était vraiment les sanctions ou c'était les chars pas très loin qui... Non, les sanctions accompagnées de bombardements ciblés, voilà. C'était l'arme plus militaire. Je dirais à partir du moment où vous avez où un pays est sous sanction au titre d'une résolution du Conseil de sécurité qui est prise sous chapitre 7, l'usage de la force est légitime. Donc voilà. Après, il y a d'autres exemples, je dirais, de facteurs de stabilisation. C'est l'existence du TNP et finalement, en gros, de ce mécanisme de sécurité un peu mutuel qui a conduit le Brésil et l'Argentine à renoncer chacun à leur programme et à finalement à s'entendre et à créer ce qu'on a appelé l'ABAC, hein, qui est le pendant de l'agence de contrôle Euratom pour l'Amérique du Sud, en disant, voilà, on va finir un jour par se taper dessus, il vaut mieux qu'on y renonce chacun de notre côté et on s'inspecte réciproquement pour vérifier qu'on ne triche pas. Bon. L'autre exemple, c'est l'Afrique du Sud, qui a renoncé à son programme.
Même si les motivations de renoncement au programme nucléaire sud-africain, les motivations du pouvoir blanc, avant de passer au noir, étaient peut-être celles de dire qu'il ne fallait pas que les noirs possèdent l'arme nucléaire. Mais ça, c'est un certain nombre d'exemples concrets de... Alors, certes, il y a des endroits du monde où, par essence, c'est plus compliqué. Le Moyen-Orient, c'est forcément extrêmement compliqué que les États de la région qui en fait, surtout les États arabes qui sont tous partis au TNP, vivent l'existence d'un programme nucléaire israélien comme une menace permanente. Donc là, dans ces régions-là, les tentations sont fortes pour marcher du mauvais côté de la ligne jaune. D'autres questions? Merci Étienne. Oui, une question. La prolifération, ça concerne les armes, les matières, mais excusez-moi pour ma voix qui est un peu cassée. Mais il y a également la question des vecteurs. Oui. Donc, est-ce que dans les traités, il y a des choses qui concernent les missiles et les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, par exemple? Alors, il n'y a pas de traité à proprement parler dans le domaine des missiles. Il y a un code de conduite qu'on appelle le HCOC, parce que c'est le code de conduite qui a été adopté à La Haye, qui est un code de conduite adopté par un certain nombre d'États qui fixe des règles de bonne pratique pour éviter d'exporter des technologies de missiles vers d'autres États. Il y a un régime de contrôle aux exportations qui est relatif aux missiles, qu'on appelle le MTCR, donc tous les États partis au MTCR sont censés, dans leur processus d'exportation, respecter les principes qui sont énoncés dans ce code-là. Pour les sous-marins, alors les sous-marins nucléaires, enfin les sous-marins, déjà, le sous-marin en tant que tel, c'est une arme de guerre. Donc ça relève des processus de contrôle des armements de guerre. Donc en France, c'est la commission interministérielle pour l'exportation des matériels de guerre, la CIEMG. Mais ça, je dirais, c'est libre. Par contre, la propulsion nucléaire, ça, c'est quand même beaucoup plus sensible. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la propulsion nucléaire, c'est pratiquement, enfin les secrets, je dirais, les secrets de la propulsion nucléaire, c'est mieux protégé que les secrets de l'arme nucléaire. Hein. De temps en temps, ils déclassifient des choses à Los Alamos ou comme ça, ou sur les... Ils n'ont jamais rien déclassifié sur la propulsion nucléaire. Et en particulier aujourd'hui, vous savez peut-être qu'on a un accord dans le domaine de la défense avec le Brésil, l'accord qui a été conclu il y a 2 ans, je crois, 3 ans, qui vise à fournir au Brésil 3 sous-marins d'attaque de type Scorpène et de les aider à concevoir un sous-marin nucléaire, sauf sur la partie nucléaire. En gros, on les aide à faire le devant, faire le derrière, et puis ils se débrouillent pour faire le milieu. Sachant que la question la plus sensible là-dedans, c'est l'interface entre les deux. Hein. Et donc là, c'est un peu le flou artistique. Hein. En particulier, on a au CEA aujourd'hui des négociations en cours avec la marine brésilienne pour faire des essais de qualification pour leur prototype à terre. Là, je ne comprends pas très bien. Ça veut dire qu'on valide qu'ils se mettent dans le clan des pays dotés de l'arme nucléaire? Non. Ah non. Ce qu'on admet, c'est qu'ils aient un sous-marin. On tolère qu'ils aient un sous-marin nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'ils portent des armes nucléaires. C'est la propulsion. Là, c'est la propulsion. C'est la propulsion. La propulsion. En fait, ça résulte d'une analyse. Il y a énormément de ressources en pétrole et en gaz à la limite du plateau continental du Brésil et de l'Argentine. C'est d'ailleurs ce qu'a fait ressurgir le conflit des Malouines entre l'Argentine et Londres, là, avec quelques échanges de politesse récents. Et le Brésil a estimé que pour surveiller un tel plateau continental, le seul moyen d'y arriver avec une certaine sécurité, c'était d'avoir un sous-marin nucléaire. C'est ce qu'ont parfaitement démontré les Britanniques pendant le conflit des Malouines, puisqu'ils ont mis un sous-marin nucléaire en face du port et puis plus personne n'est jamais sorti, quoi. C'était ça. Oui, vous avez rappelé qu'il y avait 2 voies essentiellement de prolifération, donc l'enrichissement et puis le retraitement pour le plutonium. On pourrait peut-être dire qu'il y en a une 3e qui serait la contrebande de matière.
Donc est-ce que c'est vraiment une voie crédible? Est-ce que c'est une voie qu'on arrive à quantifier un peu? Qu'est-ce qu'on arrive à contrôler là? Alors, l'AIE a une base de données qui recense les trafics illicites je crois que, à ma connaissance, cette base n'a jamais été enrichie d'une contrebande d'uranium hautement enrichi, donc en gros de qualité militaire, dans des proportions qui atteindraient le kilo. Il y a eu des grammes, quelques dizaines de grammes, mais il n'y a eu que ça. Alors, s'il y avait un réel risque, effectivement, de contrebande de matière nucléaire après l'implosion de l'URSS, et puis un peu la déshérence des sites russes qui abritaient des matières nucléaires. Et ça a été l'un des grands objectifs d'un programme américain qui s'appelle Global Threat Reduction Initiative, GTRI, qui était une initiative prise par les sénateurs Nunn-Loga, avec beaucoup d'argent pour faire des travaux de sécurisation sur les sites russes qui détenaient des matières. Ça a été aussi un des axes importants de la première décennie du programme de coopération sous l'égide du G8, là, le PMG8 dont j'ai parlé, justement pour sécuriser ces matières. Mais en fait, des trafics, il y en a assez peu. De réelles matières nucléaires, il y en a vraiment très peu. Bon, il y a quelques escrocs qui vendent tout et n'importe quoi. Mais des matières nucléaires directement utilisables dans les armes, non, il n'y a pas. Oui, je voulais vous poser deux questions. D'abord, vous avez rappelé donc que l'Iran avait certainement profité des services du docteur Khan. Il semble que les Libyens aussi, certainement, puisque quand la IEA est allée démonter leurs engins, ils ont vu tout ce qui venait donc du Pakistan. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas un émule du docteur Khan qui serait à l'œuvre quelque part dans un pays ? Alors, il n'y a pas de... Alors, est-ce qu'il y a un Khan bis au Pakistan? Ça, on ne sait pas. Je ne pense pas, parce que les Américains ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer la sécurité de l'arsenal nucléaire pakistanais. Parfois, non pas, parfois avec quelques difficultés. Mais oui, mais je dirais, bon, ça peut arriver. C'est sûr qu'en Libye, l'agence a trouvé un plan d'armes nucléaires pakistanais, qui avait été sans doute obligeamment fourni par Abdul Kader Khan ou Hans Esbir. Mais ça, bon, c'est des... Alors, est-ce que le réseau aujourd'hui... Alors, je dirais, le vrai risque aujourd'hui, ça serait... je dirais, comme le Pakistan est relativement surveillé, je dirais que les risques de transfert comme ça et d'aide seraient, si on devait parier sur un pays qui pourrait le faire, ça serait probablement la Corée du Nord. Qui a tout intérêt, qui a bien évidemment, elle, un intérêt absolument stratégique à mettre le bazar dans le plus d'endroits possible pour éviter que les Américains décident un jour de s'intéresser exclusivement à leur sort. Et d'autre part, vous avez mis pour le programme iranien, donc je crois, une première chose en 2003. Oui. Alors, il me semble que la volonté de faire un engin nucléaire en Iran, elle est beaucoup plus ancienne. Alors, oui, donc, moi, je parle du programme développé par les ayatollahs. Oui, c'est ça. Oui. La volonté un jour d'avoir une arme, c'est ce qu'a coûté son poste au Shah d'Iran. Il l'a déclaré publiquement, d'ailleurs, dans une interview à la télé française. Il a dit, vous Français, vous avez l'arme nucléaire, je ne vois pas pourquoi nous, un jour, si on décidait, on n'aurait pas le droit de l'avoir. C'est ce qui a commencé à faire peur aux Américains et qui finalement a programmé toute la déstabilisation du régime du Shah. Et même après, bien après la mort du Shah, donc alors qu'il y avait déjà la République islamique, donc il semble qu'ils avaient très très peur de reprendre un jour une guerre de 10 ans avec l'Irak qui avait fait 1 million de morts. Donc il y avait un ancien directeur de la IEA qui disait qu'après la chute de Saddam Hussein, ça aurait pu peut-être s'arranger si l'administration américaine, en particulier Madame Rice, avait été moins intransigeante. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas si...
Je dirais qu'il y a là-dedans deux volets. Je ne suis pas sûr que l'intransigeance de Mme Rice ou de l'administration Bush en général vis-à-vis des Iraniens a été le seul facteur qui a conduit les Iraniens à poursuivre dans cette voie et à ne pas y renoncer. Je pense qu'il y en a au moins un autre. C'est la volonté de domination stratégique de la région après l'effondrement de Saddam Hussein. Parce que ça ouvrait aux Iraniens un véritable boulevard pour la domination de la région. Et bon, quand vous voulez dominer une région, il faut vous donner les moyens d'avoir éventuellement des capacités de rétorsion supérieures à celles de vos voisins. Oui. Vous nous avez expliqué différents traités et dispositions pour donc notamment le TNP. Est-ce que dans tous ces dispositifs, il y a des systèmes de contrôle contre des bombes sales? Est-ce que ça rentre non, dans il n'y a pas de contrôle des... je dirais... Enfin, tout dépend de ce qu'on entend par bombe sale. Si c'est recouvrir une source radioactive d'explosifs pour faire une détonation dans une camionnette ou au milieu d'un souterrain, ça, clairement, c'est non. Il y a pas de traité international sur ces choses-là qui régit. Il y a un certain nombre de conventions ou de mesures qui sont prises, en particulier sous l'égide de l'AIEA. L'AIEA a édité des guides de bonnes pratiques pour les sources radioactives, en particulier en fonction de leur activité, la manière dont elles doivent être stockées, la manière dont elles doivent être récupérées. Ça a été une initiative, un volet assez important. Ça va être un volet assez important de l'extension du partenariat mondial du G8 au monde entier. Parce que ça, c'est un bon axe d'action pour aller récupérer des sources en déshérence et éviter qu'elles soient éventuellement un jour piratées par d'autres. C'est aussi un des grands axes de travail qui a été adopté dans les documents finaux, à la fois du sommet sur la sécurité nucléaire de Washington et sur celui de Séoul. Et essentiellement à la demande des Allemands et de nous, parce qu'au départ, les Américains avaient pour objectif que ces sommets ne visent que les matières nucléaires proprement dites. Dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Corée du Nord? Et ils sont plus avancés que l'Iran, apparemment. Oui. Largement plus, et on en parle moins quand même. Alors, on en parle moins. C'est pas qu'on en parle moins. Je dirais dans les instances internationales, on en parle à peu près autant. Je dirais que nous, on est un peu moins préoccupés par la Corée du Nord. D'une part parce qu'on n'est pas associé à ce qu'on appelle les pourparlers à 6, qui tentent de résoudre la crise de la Corée du Nord. Et puis d'une part aussi parce qu'on sait aujourd'hui que la portée des missiles balistiques nord-coréens n'est pas encore susceptible d'atteindre l'Europe. Ça viendra peut-être un jour, donc ça va peut-être devenir un peu sensible, mais je dirais, d'abord, effectivement, ils sont plus avancés que les Iraniens. Au départ, ils n'avaient pas choisi la même voie, puisqu'ils ont commencé par un réacteur modéré au graphite, donc un vibrant exemple de nos anciens du NGG qui font du très très bon plutonium, et une usine de retraitement. Et en fait, quand la Corée du Nord s'est retirée du TNP en 2003, c'est parce que le bilan matière de l'usine de retraitement n'était pas conforme. Donc on les avait soupçonnés de détourner du plutonium à des fins militaires. Et bien qu'on ne puisse pas le certifier, on pense que les 2 essais nucléaires qu'ils ont faits sont des essais avec des armes au plutonium. Mais il faut qu'ils débourrent complètement pour être sûr de pouvoir faire des prélèvements qui permettent de différencier les 2 matières. Et bon, alors même si le premier a un peu débourré, puisqu'on a retrouvé du xénon, ce qui a permis, malgré la faiblesse de la détonation, de la qualifier comme une détonation nucléaire, on n'avait pas suffisamment d'informations pour savoir s'ils avaient essayé un engin à uranium. Ceci dit, leur programme d'enrichissement d'uranium, ils l'ont annoncé finalement il y a relativement peu de temps, il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois, grand maximum, lors d'une visite de Sig Gecker, qui était l'ancien patron du laboratoire de Los Alamos aux États-Unis, qui est maintenant à la retraite.
avec qui s'entend lui enfin qui est un interlocuteur crédible pour les autorités nord-coréennes. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est à lui qu'ils ont révélé que l'ancienne usine de fabrication des combustibles pour le réacteur de Yongbyon avait été reconvertie en installation d'enrichissement. Technologie ultracentrifugation probablement venant du Pakistan. En échange de la fourniture par la Corée du Nord au Pakistan de la technologie missile. Oui, mais vous parlez du Pakistan comme fournisseur de la technologie. C'est du papier, ça. Et qui fournit les matériaux. Alors, il y a des... après, je dirais, il y a des choses que vous trouvez en marché libre. Il y a des choses... vous pouvez faire en particulier, les premières générations de centrifugeuses, c'était des centrifugeuses en aluminium. Bon, l'aluminium, c'est pas contrôlé. Bon, si vous passez à l'acier Maraging, là, ça devient déjà un tout petit peu plus dur à trouver. C'est ce qu'avaient acheté et avaient les Irakiens. Donc, il y avait bien des fournisseurs. Oui. Oui. Oui, mais enfin, de l'acier Maraging, ça peut servir à autre chose que de faire des centrifugeuses. Donc, ça fait partie de ce que contrôlé. Bien sûr, mais c'est contrôlé. C'est contrôlé. Et au niveau du NSG, si vous voulez, il y a un certain nombre de biens qui sont contrôlés, qui visent tous les États. En plus, il y a des listes spécifiques pour l'Iran. Par exemple, il y a l'huile fond blanc qui n'est absolument pas contrôlée nulle part, mais qui est indispensable au bon fonctionnement des centrifugeuses. C'est interdit d'exportation vers l'Iran. Et est-ce que la Chine ne pourrait pas, en dessous le manteau, laisser passer du matériel? Ça, je ne suis pas contrôleur des exportations chinoises, qui doivent effectivement bénéficier d'un certain laxisme. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question que vous auriez envie de poser? Non? Eh bien, on vous remercie beaucoup. Si, à vous de m'avoir invité.